Monsieur, dame, bonsoir. Merci de choisir la télévision Bonferré pour vous informer. Au Niger, depuis des années, l'enseignant se trouve dans de mauvaises conditions de travail. À cela s'ajoute l'image de l'enseignant qui est mal vue, une situation qui a suscité la réaction de l'enseignant à la retraite Cheikh Boudang Agi. Retrouvons Suleiman Ousmane et Mamadou Djori. Considéré comme une personne chargée de transmettre des connaissances, l'enseignant nigérien d'antan était valeureux, respectueux et occupait une place de choix dans la société. Mais de nos jours, toutes ces valeurs restent à désirer avec des conditions de vie totalement dégradantes, selon Cheibou Dambaji, enseignant à la retraite. Alors l'enseignant avant, en tout cas au niveau de la fonction publique nigérienne, c'était le plus nanti, c'était le mieux rémunéré à l'indépendance. Puis pour l'essentiel, à son poste, en tout cas, il n'avait pas besoin de courir par-ci par-là pour assurer le minimum vital. De nos jours, ce que je relève, c'est que non seulement ces conditions salariales se sont dégradées, parce qu'entre-temps, il y a eu une nouvelle composante qui a de tout temps existé. Les contractuels ont toujours existé au Niger, mais ils étaient en nombre infime. Et leur traitement aussi n'était pas très éloigné de celui de l'enseignant fonctionnaire. Mais aujourd'hui, les enseignants qui professent, qui sont sur le terrain, pour l'essentiel, ce sont les contractuels, qui sont des enseignants qui sont payés au rabais. Et l'autre aspect, c'est que dans beaucoup de nos établissements, les enseignants se débrouillent. Il faut trouver le matériel pour les préparations. Et il n'y a pas de moyen pour les préparations. Pour l'enseignant à la retraite, les facteurs ayant conduit à la dégradation des conditions de vie des enseignants sont nombreux et seul un changement positif peut améliorer la situation des enseignants au Niger. Si on veut de la qualité, en tout cas si la qualité là ce n'est pas une vue de l'esprit pour ceux qui le disent, il faut commencer par créer les conditions pour que l'enseignant ait un minimum. Sa dignité est liée à ce que j'ai dit tantôt. Donc, moyennant ça, et puis moyennant aussi un bon environnement d'apprentissage. Le bon environnement d'apprentissage, ça s'entend, tout ce qui entoure l'école, tout ce qui est relatif à l'école, ce qu'on trouve à l'école. Et aussi, un autre élément qu'on perd de vue, c'est aussi le management, le personnel de l'administration. Au Niger, depuis des années, selon plusieurs observateurs, l'enseignant est considéré comme une personne de seconde zone, la profession enseignante marginalisée. Pour preuve, cette année, la célébration de la Journée mondiale des enseignants ici au Niger a passé inaperçue. À cela s'ajoutent les enseignants contractuels qui ont effectué la rentrée scolaire 2022-2023 sans percevoir leur pécule du mois de septembre. Fin cet après-midi dans les locaux du LASDEL de l'atelier de renforcement des capacités des directeurs de la législation des ministères et autres services publics organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État avec l'appui de leur partenaire le PAGOD. 3 jours durant, les participants étaient outillés sur les techniques de base et autres principes de rédaction des textes. Retrouvables Aziza Mamadou et Luc Oga. Cet atelier de renforcement des capacités des directeurs de la législation des ministères et autres services publics est organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État dans le but de pallier aux difficultés que rencontrent ses responsables dans le circuit d'adoption des différents textes pour faute de non-maîtrise des principes et techniques de base. Cela témoigne de l'intérêt qu'il accorde à la production normative. Et c'est parce qu'il a compris les enjeux de ce travail. C'est vraiment une vision à partager à l'échelle dans la mesure où la production normative, l'activité administrative est essentiellement juridique. Qu'est-ce que c'est que la logistique?
C'est juste un ensemble de principes, de règles, de méthodes utiles dans la conception et la rédaction des textes législatifs et réglementaires. Nous en avons appris beaucoup suite aux échanges. Aussi, des recommandations ont été exprimées ici, je vais citer quelques-unes, notamment étendre cette formation à l'ensemble des secrétaires généraux, couplés au directeur de la législation. Une autre recommandation aussi, c'était prochainement de nous former sur la transposition des textes communautaires. On a beaucoup de textes communautaires, le règlement UMOA, le règlement CEDEAO qui prennent énormément de textes. Et certaines s'appliquent immédiatement, d'autres, il faut nécessairement les transposer. Il faut que les directeurs de législation sachent quand et comment il faut transposer un texte. Nous avons énormément appris sur l'écrit administratif ainsi que les techniques de rédaction de la législation. Le haut-commissaire à la modernisation de l'État a une fois de plus retiré ses remerciements aux participants pour leur assiduité et sérieux dont ils ont fait montre tout au long des 3 jours de formation. Il est de notre devoir, chaque fois que nous sentons ou que nous constatons un vide, d'essayer de prendre des dispositions pour le combler. C'est pourquoi, avec l'appui de nos partenaires, et là notamment la coopération suisse à travers le programme d'appui à la gouvernance démocratique, nous avons pu réaliser cette action. Que ceux qui auront à vous évaluer verront la différence. Parce que nous, on ne sera pas là. Mais sachez que le travail que vous faites à la base, c'est ça qui va en conseil de cabinet, puis en conseil des ministres. Je profite également de cette occasion pour dire à nos concitoyens de façon générale que lorsqu'il y a le communiqué de conseil des ministres, de ne pas seulement se concentrer sur les mesures nominatives, que les politiques publiques, les réformes sont les plus importantes. Parce que les textes que vous préparez, c'est sur ça qu'ils doivent se concentrer, parce que c'est ce qui est de nature à changer la vie. Amadou Saleh Oumarou affirme la disponibilité de son service à outiller davantage les chefs et autres responsables des ministères, services, structures et autres associations dans le cadre du renforcement de leurs capacités pour leur permettre de mener à bien leur mission. Les 4 et 5 octobre 2022 s'est tenu à Niamey l'atelier national sur l'inclusion et la protection sociale des personnes handicapées. Au terme donc de cet atelier, les organisateurs étaient face à la presse pour expliquer les raisons et les avantages de cette initiative. Boubacar Amadou et Omar Boukari. Face à la presse publique et privée, 6 panélistes, il s'agit de faire le point sur l'inclusion sociale des personnes handicapées. En effet, la cellule filets sociaux, avec l'accompagnement des ministères sectoriels, l'UNICEF et la Fédération nationale des personnes handicapées, se propose de réaliser un programme pilote filet social inclusif au profit de 3550 ménages de personnes handicapées. On a essayé de voir quels sont les groupes qui peuvent être prioritaires dans ce projet. Encore une fois, c'est un dessin. Je ne sais pas si vous comprenez. Si par exemple vous voulez faire une maison, vous donnez aux architectes. Ils font un dessin. Ça ne veut pas dire que c'est la maison qui sort. Mais c'est un dessin. Là, c'est un dessin de l'atelier du pilote que nous voulons faire. Donc, on n'a pas encore terminé tous les éléments du projet pour arrêter des critères ou même des régions concernées. Au Niger, les personnes handicapées représentent 4,2% de la population, soit 715 497 personnes selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2012, d'où la nécessité d'agir à leur faveur. La prise en charge d'une situation de handicap signifie immédiatement une prise en charge aussi économique si on pense à l'impact seulement de transport, d'aller d'un endroit à un autre. Et c'est très important, je suis sûr que les réflexions ont porté aussi cette dimension peut-être un peu plus pratique, mais quand même très important. Et je pense que ça ressort aussi un autre élément fondamental, et là je pense qu'on devra inclure aussi l'Institut national des statistiques, de s'assurer que, en fait, dans la prise en compte de différents statistiques, la dimension de l'handicap soit bien soulignée et prise en compte. Il a attendu du système filet social inclusif
des personnes handicapées de contribuer à mettre fin aux inégalités dont sont victimes les personnes handicapées, de renforcer la capacité de résilience et de réduire leur vulnérabilité. Nous avons pu rassembler autour donc de la fédération des services gouvernementaux acteurs dans la protection sociale, mais aussi des partenaires qui ont une certaine expérience à la matière. Donc c'est toute cette réflexion qui a été menée qui nous a permis d'aboutir en tout cas à des recommandations, à des propositions d'action, de priorisation qui pourraient être faites par rapport même à l'intérieur donc de l'ensemble des personnes handicapées, comment s'y prendre pour mener cette intervention. Et on a examiné aussi les prochaines étapes, parce qu'on ne va pas s'arrêter en tout cas au pilote. Le pilote va nous servir d'apprendre des leçons, d'examiner les mécanismes qui vont nous permettre de mettre à l'échelle cette intervention. Cette conférence de presse fait suite à l'atelier tenu les 4 et 5 octobre sur l'inclusion sociale des personnes handicapées. Depuis un certain temps, circuler aux abords du grand marché de Niamey relève d'un parcours de combattants pour cause le retour des commerçants détaillants qui occupent les bordures de la chaussée, mais également les taximens. Le constat avec Youssouf Hedara. Circuler sur le tronçon de la voie express longeant le grand marché de Niamey à certaines heures relève d'un parcours de combattants. La chaussée et les abords de cette dernière sont envahis depuis un certain temps par des marchands détaillants. Ces derniers sont, selon les gestionnaires du tête des taxis Axe Yantala et Dar es Salaam, les principaux mobiles de l'engorgement sur la route, chose qui n'est pas sans conséquence sur leurs activités. La solution appartient à la mairie. Elle doit prendre des dispositions par rapport aux charretiers qui bloquent la voie. Cette situation n'est pas inconnue au niveau de la mairie. Comment peut-on transformer un rond-point en marché? Cela expose les marchands et leurs clients à des risques d'accident de la circulation routière en cas de déraillement d'une voiture. Un rond-point n'est pas un marché. Du côté des marchands, loin d'occuper la chaussée, ils disent être sur le trottoir et ne sont nullement à l'origine des embouteillages monstres qui caractérisent l'espace. D'ailleurs, pointe du doigt les taximens. Tu sais, même sous le goudron, il y a certains camarades qui sont sur le goudron. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas sur le goudron. Même la fois passée, on a dit aux camarades, ceux qui sont sur le goudron, ils n'ont qu'à monter sur les bordures pour que les piétons et les taximans et les véhicules puissent passer. Parce que si nous sommes sur le bordure, que les camions passent, on n'aura pas de problème. Mais si nous sommes sur le goudron, qu'on bat la route, ils vont nous chasser. Donc on ne veut pas qu'ils nous chassent. Mais les taximans aussi, ils ont un grand problème. C'est ce que je vous ai dit. Tu ne peux pas venir garer ta voiture sous le goudron pour faire descendre passagers. Tu ne peux pas venir garer ta voiture pour aller chercher monnaie. Tout ça, là, ils font ça ici. Nous-mêmes, on les voit. Depuis la mise en circulation de la voie express en juillet 2019, les abords de cette voie n'ont été occupés que récemment par les marchands avec l'arrivée à la tête de la ville de Niamey des conseillers élus. L'envahissement de la voie express au niveau du grand marché relève-t-il d'un relâchement de la part des autorités de la ville de Niamey? En attendant la réponse à cette question, les usagers, eux, continuent de souffrir le martyre. La une des journaux de chaque jeudi, c'est avec Moustapha Abdraman Zongoma. Moustapha, bonsoir.
Bonsoir Aminata Yaya Maïga, bienvenue également à la une des journaux de Bonferré Télévision en ce jeudi 6 octobre 2022. Cette semaine, c'est le second coup d'État en l'espace de 8 mois au Burkina Faso et les préparatifs du congrès du PNDS Tareya qui ont retenu l'attention de nos confrères de la presse écrite nigérienne. A commencer par le journal Niger Inter-Hebdo qui a titré à sa une « Coup d'État au Burkina Faso, Damiba out, Traoré in et alors ?» Pour beaucoup d'analystes, cette autre déstabilisation du pouvoir d'État est une bonne affaire pour les groupes djihadistes qui peuvent en profiter de ce temps de flottement pour se réorganiser. Sans être en mesure de prendre d'assaut nos capitales, ils arrivent à y instiguer une instabilité politique qui désorganise nos États et les fragilise davantage. Et si cela perdure, ces États vont tomber d'eux-mêmes comme des fruits mûrs, tout comme on l'a vu en Afghanistan. Prévient Ibrahim Yahya, analyste principal pour la région du Sahel à l'International Crisis Group. Selon l'analyste au Burkina Faso, tout comme au Mali, cette crise montre les débâcles des militaires à réussir leur pari de mieux conduire la lutte contre le terrorisme que des politiciens démocratiquement élus. La junte militaire renversée au Burkina Faso, tout comme celle au pouvoir au Mali, ne semble pas mieux réussir la lutte contre le terrorisme que les régimes qui les ont précédés. Pour preuve, Ibrahim Yahya fait observer qu'avant la prise du pouvoir par Damiba, les djihadistes contrôlaient plusieurs bourgades au Burkina Faso. Aujourd'hui, ils contrôlent plus de la moitié du territoire et réussissent progressivement à isoler la capitale burkinabé, Ouagadougou. Le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré n'est pas seulement un coup d'État militaire, c'est aussi une révolution populaire. D'ailleurs, tout au long des manifestations, les gens scandaient des slogans anti-français au même moment où d'autres brandissaient des drapeaux russes. S'il faut se réjouir de cet engagement politique de la jeunesse sahélienne, il faut aussi s'inquiéter du risque de voir nos opinions sahéliennes devenir otages d'une guerre des puissances. Plutôt que de chercher à se positionner en pro-russe anti-français ou pro-français anti-russe, nos leaders d'opinion devraient mener l'effort de définir les intérêts de nos pays et la manière de les atteindre avec n'importe lequel de ses partenaires extérieurs, a laissé entendre l'analyste principal pour la région du Sahel à l'International Crisis Group, dont l'analyse est reportée ici par le journal Niger Inter-Hebdo de cette semaine. Un deuxième coup d'État dans l'année que la CEDEAO a condamné, tout comme le précédent. Toutefois, aucune sanction n'a jusque-là été prise à l'encontre des nouveaux dirigeants de la transition burkinabé, souligne le confrère, mais l'on apprend l'envoi dans les tout prochains jours d'une mission de la CEDEAO à Ouagadougou. Pour rappel, cette mission s'y est déjà rendue. Sur le même sujet, le journal L'Actualité, numéro 676 du 3 octobre, a écrit à sa une « Burkina Faso qui rebelote le coup d'État de la rectification ». Restons dans la sous-région avec le Mali où les groupes armés du Nord s'expriment sur le développement de la situation politico-sécuritaire du pays. Le canard déchaîné nous en donne les échos cette semaine. Oui, Aminata Yaya Maïga, le journal Le Canard déchaîné de cette semaine a publié l'interview du secrétaire général d'un des groupes armés du Nord Mali. Il s'agit du Mouvement pour le salut de l'Azawad, en abrégé MSA. Ce dernier a fait le point sur le processus de paix qui est en cours, mais qui est bloqué depuis 6 mois à cause des incompréhensions entre les parties signataires. Il estime quand même qu'il y a un espoir qui est revenu à la suite d'une réunion décisionnelle tenue à Bamako récemment. Des annonces et des engagements ont été pris. Cet accord fait partie du processus de refondation du Mali, a-t-il souligné. Il a estimé que le Mali ne peut plus se dispenser d'une nouvelle forme de gouvernance qui va s'adapter aux réalités du moment car le pays est constitué d'une société en pleine mutation. Ce qui a valu il y a 60 ans ne l'est pas aujourd'hui. Il faut aujourd'hui avancer sur le processus de paix car il a trop traîné, le temps joue contre les Maliens. L'annonce du recrutement de 26 000 ex-combattants dans l'armée et la fonction publique est un bon signal pour l'effectivité de la signature des accords de paix, même s'il estime qu'il faut aujourd'hui joindre la parole à l'acte en concrétisant cet engagement. Il n'y a pas de connexion entre certains ex-combattants et la nébuleuse terroriste. S'agissant de la présence des éléments du groupe Wagner aux côtés de l'armée malienne, le secrétaire général du MSA ne s'est pas trop attardé sur le sujet.
Nous avons en face des gens qui administrent des territoires à lieu et place de nos États. Il faut que les chefs d'État du Sahel en prennent conscience pour inverser la tendance. Ils proposent une conjugaison des efforts, une synergie des actions, une réflexion commune, un partage d'expériences nécessaires pour venir à bout de cette menace. Sur des éventuelles conséquences que pourrait avoir le départ de Barkhane du Mali, le secrétaire général du MSA estime qu'ils sont aujourd'hui face à leurs responsabilités. Les assumer prouvera à tout le monde qu'ils peuvent sécuriser le pays et les populations. Le reste, ce n'est que pour amuser la galerie. Renouvellement des instances du PNDS à Tareya, Pierre Fumakoy Gado, l'homme de confiance d'Issoufou Mahamadou pour succéder à Bazoum Mohamed. C'est l'interrogation qui barre la une du journal Le Canard en Furie de cette semaine. Contrairement au pronostic de chaude empoignade envisagé lors du prochain congrès du PNDS Tareya, des sources crédibles indiquent que les jeux sont déjà faits et que c'est Pierre Fumakoy Gado qui sera le successeur de Bazoum Mohamed à la tête du parti, écrit le journal Le Canard en Furie de cette semaine. Samedi dernier, l'intéressé a d'ailleurs cédé sa place à la tête de la délégation régionale du Dosso au profit de la dame Hadiza Hussein Yakouba, la toute première présidente de délégation régionale du PNDS Tareya et probablement d'un parti politique nigérien. Une femme du Sérail sans doute, déjà président par intérim du PNDS Tareya. L'ancien ministre du pétrole serait finalement le choix de l'ancien président, le Manitou du parti Rose. L'enjeu est de taille pour Issoufou Mahamadou, dont le projet serait voué à l'échec s'il ne reprend pas le contrôle du parti dont une partie est actuellement sous la coupe du président Bazoum Mohamed. Le sort de Bazoum, lui, serait scellé depuis quelque temps et les connaisseurs assurent qu'il ne fera pas un second mandat. Un autre voulu par l'ancien président est en gestation et selon des sources politiques concordantes, ce serait le fils d'Issoufou Mahamadou, l'actuel ministre du pétrole. Pierre Fumakoy Gado ne peut être qu'un excellent parrain pour Sani Issoufou Diaba, conclut le journal Le Canard en Furie. Le journal Le Monde d'aujourd'hui titre sur les perspectives du congrès du PNDS à Tareya, gestion de l'État et lutte de clans. Jusqu'à quand Bazoum Mohamed va continuer à faire profil bas alors qu'il est le président de la République? Comme dans le système politique chinois avec le Parti communiste, le PNDS Tareya est pratiquement un parti d'État, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Pour contrôler le pouvoir actuel, il faut avoir la haute main sur son appareil dirigeant. L'aile Issoufou s'attelle à gagner ce combat, déterminé à faire payer à Bazoum ce que certains de ses membres considèrent comme une ingratitude de sa part. Bazoum Mohamed n'a pourtant que quelques 17 mois au pouvoir, défié en permanence dans l'exercice de ses pouvoirs. Bazoum Mohamed a constamment dégagé en touche histoire d'éviter le clash. Son souci, c'est d'être irresponsable dans la dégradation des relations entre son prédécesseur et lui. Il fait si profil bas qu'au sein de l'opinion nationale, des voix se sont régulièrement élevées pour estimer qu'il y a deux présidents au Niger. Jusqu'à quand cela va-t-il perdurer? Le journal s'interroge. Les intentions de son camp politique sont pourtant claires comme de l'eau de roche. Bazoum Mohamed, selon toute vraisemblance, ne doit pas faire un second mandat à la tête de l'État. S'il fait profil bas au point d'être tourné à ridicule, Bazoum Mohamed n'est toutefois pas dénué d'atouts considérables. Il est le président de la République investi de pouvoir constitutionnel dont il n'a pas encore songé à user. Son prédécesseur l'aurait fait sans hésitation. Ailleurs, sous d'autres cieux, le président en titre a tout de suite fait comprendre à l'autre qu'il est le chef de l'État et qu'il ne peut y avoir deux capitaines dans le même bateau. Sur le même sujet, Aminata, deux autres journaux ont consacré leur une. Il s'agit du journal L'Éclosion numéro 226 du 4 octobre 2022 qui a écrit « Prochain congrès du parti au pouvoir, le PNDS Tareya déclenche l'après-Bazoum ». Et le quotidien L'Enquêteur numéro 2843 du mardi 4 octobre 2022 a titré pour sa part « Renouvellement au forceps des fédérations régionales au PNDS Tareya ». Et nous bouclons cette chronique avec le journal La Nation qui s'est intéressé cette semaine à la situation des personnes vulnérables avec comme titre « La protection des personnes handicapées préoccupe ». Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yaya Mega. Monsieur et dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur le FM cette édition d'information. Bonsoir.